Une question est sur toutes les lèvres. Que va devenir Doctor Who si le show est lâché par Disney? Est-ce la fin des aventures du Docteur? Aurons-nous droit à une fin de production dans la série sans fin scénaristique? Bienvenue au TGN Studio où nous allons aujourd'hui étudier la fin du partenariat entre BBC, Doctor Who et Disney+. Et à ceux qui se disent que la BBC a pu soutenir la série jusque-là et qu'elle pourra continuer, ce n'est pas aussi simple. Tout d'abord, revenons sur le partenariat entre Disney et la BBC. Puisque Doctor Who est une véritable institution, Disney a senti le filon et entamé un partenariat. L'idée de base, c'est que le Mickey donne de l'argent à Doctor Who et dispose des droits de diffusion dans le monde hors Royaume-Uni. Ça a été contracté ainsi. Dans les faits, on a ceci. Pour la BBC, de l'argent entre dans la machine, ce qui permet à Doctor Who de devenir un show qui n'est plus produit, mais coproduit par la BBC. Et gardez ça en tête parce que c'est super important pour la suite. Le show devient une production quasi indépendante de la BBC, bien qu'elle soit liée par un contrat qu'on ne connaisse pas, mais c'est sûr que la BBC va pas lâcher une de ses poules aux œufs d'or comme ça, ce qui permet au show de choisir d'autres coproducteurs comme Bad Wolf Studio. Je vous en ai déjà parlé, c'est un studio créé par des personnes qui ont travaillé avec Russell T Davies lors du reboot de 2005. On se reparle de tout ça dans la partie complication, gardez en tête que la BBC n'est plus que coproducteur de la série. Donc, Doctor Who a de l'argent qui rentre, une très belle somme et l'assurance d'être diffusé dans le monde sans avoir à se soucier de trouver des partenaires dans chaque pays comme France 4 en France. De son côté, Disney s'engage en plus de l'argent, à traduire dans un beau paquet de langues les épisodes qui sortiront sur leur plateforme. Donc ce qui avait été dealé, c'était les 2 saisons avec Ncuti Gatwa, les épisodes spéciaux, donc des 60 ans et ceux de Noël entre-temps, et le spin-off The War Between the Land and the Sea. Et il est bien là leur seul et unique intérêt et profit, les abonnements sur leur plateforme. À sa sortie, Disney avait pour but de concurrencer Netflix, en proposant en streaming tous nos souvenirs d'enfance, nos chansons, et malheureusement pour certains parents, la Reine des Neiges. Si la souris aux grandes oreilles a su fédérer énormément de monde à son ouverture, tout cela s'est très vite perdu parce que Disney ne produit pas beaucoup. Même si on a un réel empire avec Disney, Pixar et Marvel, et tous les contenus créés depuis, il y a peu de sorties en comparaison à Netflix. Pour quelqu'un qui consomme beaucoup de streaming, déjà pas ouf l'empreinte carbone, mais bon c'est pas sur YouTube que c'est mieux et pourtant c'est là où vous regardez cette vidéo. Et ensuite, on se lasse vite de la nostalgie. Donc Disney a lancé Star, permettant de diffuser des programmes qui ne leur appartiennent pas, et depuis quelque temps, Disney se lance enfin dans les partenariats, comme avec TF1 pour la série Ghost ou la BBC pour Doctor Who. Leur retour sur investissement ne se fait pas réellement via le nombre de vues, parce que, en soi, une vue, ça leur apporte pas vraiment quelque chose. Et c'est une erreur de dire que Disney clôt son contrat à cause du nombre de vues. Eux, ils veulent juste que ce soit rentable. Et pour que ce le soit, ils vérifient les nouveaux profils qui regardent la série, ceux qui sont peu actifs mais qui regardent cette série-là, et ceux, même actifs, qui regardent la série dans la première semaine. Donc on va dire les gens qui sont réellement intéressés par le show. Et forcément, dans les algorithmes, ils regardent ceux qui vont jusqu'au bout des épisodes, ceux qui terminent pas, comme ça on voit aussi les épisodes qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas. Ça leur donne donc une idée de l'engagement pour la série, et surtout des personnes qui sont prêtes à payer entre 6 et 15 € par mois pour le regarder dans le monde. Pour eux, un abonnement, c'est clairement une sûreté de revenus mensuels, hein, c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils procèdent au calcul, et qui semblent avoir décidé que le show n'est pas assez rentable pour eux par rapport à l'investissement. Bon, reste à savoir si un contrat a été signé pour avoir des supports physiques, parce que là, ça semble pas sortir dans aucun autre pays que le Royaume-Uni. Et oui, ça semble fini les DVD Doctor Who. Le dernier qui est sorti, c'est les derniers épisodes spéciaux avec Jodie Whittaker. Après, ça s'entend d'un point de vue commercial et capitaliste, hein. Ça vous force à rester connecté à Disney+, et à consommer, pour regarder ou re-regarder les épisodes. Alors, même s'il y a toujours des moyens alternatifs que de donner de l'argent à ce géant américain qui a complètement abandonné sa politique d'inclusion et de diversité, dans tous ces programmes, hein. Quelle époque formidable. Parlons-en de cette inclusivité. Doctor Who a toujours été en avance de phase avec son temps, au moins depuis 2005. Prenez la romance, Jack Harkness, Alonso, prenez les Seigneurs du Temps et leurs changements de sexe réguliers, les speeches sur l'écologie et le besoin de changement, ainsi que les conséquences catastrophiques du non-changement. Bref, woke signifie éveil de conscience, et Doctor Who l'était bien avant que ce mot n'apparaisse. Et certes, certaines personnes ressentent une sorte de côté un peu too much dans ces 2 saisons, parce qu'on a eu un drag, hein, le docteur qui est noir, en plus gay ou bi, avec une compagnon qui n'est pas caucasienne. Quoi qu'on puisse en penser, je pense qu'il est erroné de juger la qualité d'une série, d'un film ou d'une histoire en fonction du sexe, de la couleur ou de l'orientation sexuelle des personnages. L'important est et restera toujours le scénario, la façon dont les personnages sont écrits, le jeu d'acteurs,
le montage et les musiques de Gold Murray. Bon, une question reste tout de même en suspens, c'est le départ de Ncuti Gatwa. Acteur super bankable, moins que Pedro Pascal certes, mais qui est parti au bout de 2 saisons. Alors que je le rappelle, Russell T. Davies nous avait promis de la stabilité et un docteur qui reste. Ncuti a dit dans des interviews que le rythme était trop effréné pour ses genoux. Véridique. Et qu'il avait d'autres projets. Et on peut aussi voir un coup de poker de Russell qui nous dit « Ok, on a été peut-être un peu trop inclusif, on se calme, et donnez l'argent. » Alors déjà, on n'est jamais trop inclusif. Du même principe que régler les problèmes des minorités règle souvent les problèmes de la majorité, et je vois mal Russell avoir cette mentalité. Bien au contraire. Maintenant, parlons de la suite. Comment Doctor Who peut-il survivre sans la grosse enveloppe qui est donnée par Disney? Si le show est maintenant coproduit par la BBC et Bad Wolf Studios, ça signifie que chacun de ces acteurs met une enveloppe dans le show. Mais la BBC, elle, dépense forcément moins qu'avant, lorsqu'elle produisait seule et entièrement le show. Se pose donc la question principale du financement, puisque pour le reste, Doctor Who dispose de ses équipes et du studio de Bad Wolf à Cardiff. Ils vont donc devoir choisir parmi plusieurs options. La première, augmenter l'enveloppe de la BBC. Mais on connaît les conjonctures économiques actuelles, on est plutôt pour la diminution un peu partout. Et c'est pas le Brexit qui aura donné plus d'argent à la BBC. Donc, ils vont peut-être pouvoir faire un effort, mais impossible de redevenir producteur à part entière. Option numéro 2, trouver un nouvel investisseur. La théorie qui tourne beaucoup sur les forums est qu'il se tournerait vers Netflix, naturellement. Mais un show qui changerait de plateforme aussi régulièrement semble compliqué. Surtout que Netflix est très connu pour ses accords unilatéraux, pour leur permettre d'avoir une exclusivité ou carrément une partie du programme qu'ils hébergent, c'est-à-dire que le programme devient leur programme, ce qui fait que demain le partenariat s'arrête, votre série s'arrête en même temps, il n'y a pas moyen de continuer dans votre coin. Et si le show a voulu son indépendance de la BBC, c'est pas pour se retrouver enfermé par Netflix. Après, on peut être surpris et qu'il y ait d'autres financeurs, voire même des financeurs privés, comme un vieux monsieur qui serait très riche et qui donnerait 1/100 de sa fortune pour sa série préférée qu'il suit depuis 1963. Dans les faits, le troisième scénario me semble plus plausible. Le show diminue simplement son budget. Et c'est pas forcément mal. Alors oui, oublions le décor de l'International Song Contest et le Dagadou. Et certainement le bouclier du champ de force qui avait été créé par David Tennant dans les épisodes spéciaux des 60 ans, qu'il avait créé avec son tournevis sonique pour se protéger. Mais Doctor Who, à la base, c'est un show à petit budget. Et ça fait partie intégrante de son essence depuis sa création. Alors oui, je vous parle de petit budget, pas comme la première saison du reboot de 2005, mais plutôt comme l'ère de Matt Smith, où on sent qu'il y a de l'argent, mais on sent aussi qu'il n'y en a pas trop. Les effets spéciaux font super bien le taf, on est beaucoup plus terre à terre, et le scénario a une portée plus humaine, et beaucoup de décors sont simplement en fait la nature et des endroits de notre gros caillou qu'est la Terre. Moi tout ce que je veux c'est qu'on évite une saison à la Chibnall avec 90% de fond vert en fait. Bref, si l'avenir financier de Doctor Who est incertain, son avenir lui est assuré. Dès que les premières rumeurs concernant le non-renouvellement du contrat avec Disney, Russell T. Davies a directement dit que la prochaine saison se fera avec ou sans eux. Alors certes, il est showrunner, il peut sauter à tout moment, il n'est pas financeur, mais en général il parle pas pour rien dire. Imaginez un show où on a Ncuti Gatwa qui se transforme en Bailey Pepper à la fin du show. Imaginez un show où on a Ncuti Gatwa qui se transforme en Bailey Pepper et là, fin du show. Ça s'arrête là. Non, une chose est sûre, Doctor Who reviendra. Alors, certainement un peu plus cheap, et avec du retard sur le planning prévisionnel. Peut-être une année de pause, comme on en entend vraiment parler un peu partout. Le fait que 2026, il n'y ait aucun épisode de Doctor Who et que ça revienne en 2027. On l'a déjà eu avant, on peut vivre une année sans Doctor Who. Non, en vrai, mais on va faire comme si. Mais la série est comme son protagoniste. Elle se régénère pour être toujours la bonne série au bon moment. La capacité d'adaptation du show, qui permet d'en faire tout ce que l'on souhaite, lui promet un bel avenir. Alors bien entendu, actuellement, pour moi, la série subit le contre-coup de l'ère de Chibnall et du nombre de 13 saisons à regarder. Même si entre 2005 et 2022, avoir 13 saisons c'est raisonnable, ça fait beaucoup de choses à regarder pour les nouveaux. Et le problème a été résolu avec le passage à la saison 1, incarné par un acteur de la nouvelle génération, mais il est temps pour la série de jouer sa dernière carte, pas avec le spin-off, mais avec la saison qui sortira après, la saison 3 du coup, et les nouveaux acteurs qu'il y aura, pour récupérer un public plus large. Sans quoi il connaîtra une seconde fin. Et je rajoute que si le show ne fonctionne plus tant que ça, c'est qu'il doit de nouveau se réinventer et proposer des choses nouvelles. C'est-à-dire arrêter de jouer sur la nostalgie en faisant venir Billy Piper,
en tant que peut-être docteur, on ne sait pas, parce qu'elle n'a pas été présentée en tant que docteur, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai la regarder. Bref, en attendant d'avoir plus d'infos, nous profiterons bien entendu du spin-off de The War Between the Land and the Sea, prévu pour fin 2025. En attendant, prenez soin de vous.